On va commencer, mesdames, messieurs. Bonjour à tous, bienvenue au forum du journal El Moudjahid. Nous avons le plaisir d'entamer aujourd'hui une série de débats politiques et de confrontation des idées avec la secrétaire générale du Parti des travailleurs, Madame Louisa Hennoun. Madame Hennoun, bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour, merci à vous. Nous allons parler ensemble d'actualité nationale et internationale, économique et sociale, des enjeux du moment et des défis à venir, des questions internes du parti. Nous allons surtout renouer avec le dialogue et les discussions sur ce qui se passe chez nous et dans le monde, un exercice nécessaire pour que chacun apporte ses analyses et ses solutions. Avant d'entamer les débats, nous allons permettre à Madame Hennoun de faire une petite communication introductive et on entamera les débats juste après. Madame Hennoun, à vous la parole. Merci. D'abord, je réitère mes remerciements pour l'initiative, très heureuse d'ailleurs, qui vient d'être prise par le journal El Moudjahid, de renouer avec les débats avec des acteurs politiques, pas uniquement sur le terrain de l'histoire ou de questions qui participent soit de la recherche ou de l'état de l'économie algérienne. Ça veut dire donner la parole à des partis politiques à un moment bien particulier. Ça tombe vraiment à pic parce que l'humanité traverse une des périodes les plus sombres de son histoire. Elle n'est pas le produit de catastrophes naturelles, non, elle est le produit d'un système de domination, un système de domination mondiale en crise majeure. Il s'agit du système capitaliste sous la direction de l'impérialisme US, de l'administration US, et c'est un système, tout le monde s'accorde maintenant là-dessus, sur cette caractérisation, qui est basée sur l'oppression et l'exploitation tous azimuts. La guerre de génocide contre le peuple palestinien à Gaza, notamment, menée par l'entité sioniste, avec le soutien assumé de l'administration US, de puissances européennes et de certains, bien sûr, régimes arabes qui ont normalisé. Donc, ce génocide en cours, cette barbarie qui avance, elle concentre la crise du système, justement, capitaliste. Une crise déjà exacerbée durant ces dernières années par la guerre en Ukraine, donc la multiplication des aides, le soutien des pays européens, de l'administration américaine, cette volonté de faire perdurer cette guerre avec ses impacts terribles à l'échelle de toute la planète. Donc cette guerre, cette crise démontre que le système n'a plus à offrir à l'humanité que les guerres, les massacres, la famine, la désolation, les régressions sur tous les plans, à commencer par l'Europe, à l'intérieur de l'Europe et des États-Unis en matière de liberté démocratique, c'est-à-dire là où sont nés ce qu'on appelle les droits de l'homme et les libertés, là où est né ce qu'on appelle la démocratie, du moins la démocratie bourgeoise. Donc la crise maintenant, elle est en train de ravager le continent européen. Elle secoue les États-Unis d'Amérique et bien sûr, elle impacte tous les continents. Le système en crise, donc, continue sa marche effrénée vers la barbarie pour se maintenir et continuer à réaliser des profits pour la classe dominante mondiale, c'est-à-dire la minorité très riche, d'abord américaine, puis européenne, et et bien sûr dans les pays dont les régimes sont des supplétifs de l'administration américaine. La barbarie qui avance à grands pas désormais, au vu et au su de tous les peuples à travers la planète, à travers des dizaines de massacres depuis maintenant 4 mois, on vient de boucler les 4 mois, des dizaines de massacres par jour à Gaza, et maintenant ça s'est étendu à la Cisjordanie avec les arrestations massives, les assassinats, les destructions massives aussi. C'est le trait dominant
c'est le trait dominant de la situation mondiale. Donc plus de 100 000, désormais plus de 100 000 victimes, dont près de 40 000 martyrs, en majorité 70% des enfants et des femmes, des personnes âgées, bien sûr des journalistes, plus de 120 journalistes, des médecins, des secouristes, des membres d'organisations internationales venus pour aider les populations palestiniennes. Donc des massacres à ciel ouvert, des liquidations physiques, c'est-à-dire au su et au vu de tout le monde. Donc les massacres par les bombes, par la famine, par la soif, par l'absence de médicaments et de besoins les plus élémentaires pour soigner les blessés, par le froid, puisqu'il n'y a même pas de tente pour protéger les réfugiés, par les vols, le vol, c'est-à-dire un comportement de bandits, de voleurs, qui s'accaparent les bijoux des femmes, les biens qui ont une quelconque valeur, le vol des organes des martyrs, porter atteinte y compris aux cimetières, même les cimetières n'ont pas été épargnés, le vol des cadavres, et donc ça exprime tout cela, bien sûr, une volonté d'exterminer le peuple palestinien à Gaza, et la volonté de le déshumaniser pour le contraindre, pour contraindre les populations à accepter le transfert forcé vers d'autres pays, vers Sina, vers les pays qui accepteraient de recevoir des Palestiniens, après avoir exterminé le plus grand nombre possible, dans le cadre d'un plan d'épuration ethnique assumé par les responsables sionistes, par les militaires sionistes, y compris désormais par les enfants qu'on dresse, les enfants qu'on forme à la haine de tout ce qui est palestinien, de tout ce qui est arabe. Et la décision de 17 pays, à la suite de l'administration US et des principaux régimes européens, de stopper leur contribution financière à l'UNRWA, l'agence est la seule, et elle n'est pas remplaçable, qui prend en charge les réfugiés avec des moyens qui sont de plus en plus réduits d'ailleurs, parce que de nombreux pays avaient déjà commencé à restreindre leurs donations. Donc cette décision de 17 pays sur demande de l'entité sioniste, qui utilise des prétextes fallacieux, et qui intervient juste après le verdict de la Cour internationale de justice, est une participation directe de ces pays-là au génocide et à la liquidation de la question centrale des réfugiés palestiniens, qui sont maintenant plus de 8 millions disséminés dans le monde, notamment dans les pays de la région, au Liban, en Jordanie et en Syrie avant la guerre, donc un peu moins, et ailleurs dans le monde. Alors que déjà la responsabilité de l'impérialisme US, notamment, de ces supplétifs européens et des régimes qui lui sont soumis, est comme jamais établie. Et comme jamais établi, les peuples en colère, à commencer par le peuple américain, les juifs non sionistes américains qui manifestent massivement sans discontinuer, les peuples européens, tous les peuples portent un doigt accusateur vers l'administration Biden, vers les régimes européens qui soutiennent inconditionnellement l'entité sioniste dans ses massacres, dans son crime contre l'humanité. Alors que déjà les peuples européens et américains sont excédés par un effondrement social terrifiant depuis le Covid, mais aggravé par la guerre en Ukraine, par le soutien financier, par les milliards d'euros et de dollars qui ont été envoyés à Zelensky pour alimenter la guerre derrière l'OTAN. Sauf que maintenant, bien sûr, la priorité, elle est donnée à l'aide à l'entité sioniste qui est l'enfant naturel, en fait l'enfant naturel né d'un viol en 1947, d'un viol commis par l'administration US, par l'impérialisme américain et britannique, avec l'accord de Joseph Staline, qui ont décidé de détruire l'État de Palestine qui existait, de le détruire, donc de pousser à l'exil
des centaines de milliers de Palestiniens de dépecer la Palestine en donnant 56% des territoires à un État religieux qu'ils ont décidé de fabriquer de toutes pièces. Donc, et les peuples du Moyen-Orient, et y compris du Maghreb pour notre voisin de l'Ouest, le peuple marocain, sont dans une colère sans précédent parce que c'est en leur nom qu'agissent des régimes qui ont normalisé avec l'entité sioniste et qui se comportent comme des chiens de garde en réalité. Ils veulent protéger l'entité sioniste contre la colère des peuples arabes et de la région, notamment du Moyen-Orient, et bien sûr en barricadant complètement Gaza par les passages qui sont hermétiquement fermés. Donc ces peuples-là pointent aussi un doigt accusateur contre les parrains de l'entité sioniste qui sont l'administration américaine d'abord et ses supplétifs européens, et puis les régimes arabes qui lui sont soumis et qui participent directement donc au génocide du peuple palestinien en protégeant l'entité, en transformant Gaza en une souricière dans laquelle l'entité peut agir et tuer à tour de bras, à tuer, massacrer de jour comme de nuit, détruire tout ce qui peut permettre un retour à la vie dans Gaza, c'est-à-dire plus de 60% des habitations, des commerces, des infrastructures, rendre Gaza inhabitable, invivable. Et toujours ça dans le cadre du même plan diabolique, machiavélique, de pousser, de contraindre les populations palestiniennes donc à partir, mais sauf qu'elles refusent. Elles ont tiré les leçons de 1948. Donc, et maintenant, pour tous les peuples de la Terre, sans l'administration US, sans son aide militaire, financière, politique, diplomatique, par le recours au veto en permanence, donc jamais l'entité sioniste n'aurait pu tenir pendant une semaine, seulement une semaine, face à la résistance palestinienne, parce que la résistance, nous en savons quelque chose. Ce n'est pas une armée régulière, non, c'est le produit d'un peuple qui lutte pour son droit à l'existence, qui veut se débarrasser du colonisateur. Et donc, et sans la contribution directe des régimes arabes qui participent directement dans le blocus, jamais l'entité sioniste n'aurait pu affamer et assoiffer les populations palestiniennes de Gaza. Et plus personne ne croit les larmes de crocodile des uns et des autres de l'administration US, dont les responsables prétendent qu'ils sont meurtris de voir autant de morts et autant de dévastations, mais qui en même temps donnent une rallonge de 17 milliards de dollars, encore avant-hier, à cette même entité criminelle terroriste pour qu'elle continue à tuer, avec un permis de tuer. Et bien sûr, les larmes de crocodile de différents régimes, qu'ils soient arabes ou européens, qui en réalité participent eux aussi dans cette guerre d'extermination. Parce que l'administration américaine bloque toute initiative qui vise à faire arrêter les bombardements sionistes, c'est-à-dire les carnages, et à faire rentrer l'aide humanitaire, dont le dernier projet présenté par notre pays, par le représentant de l'Algérie, et qui a été rejeté encore une fois par l'administration américaine sous le prétexte fallacieux que ça pourrait bloquer l'échange des prisonniers et des otages, c'est-à-dire ça pourrait déstabiliser les négociations en cours, alors que d'ores et déjà, la résistance palestinienne n'accepte pas les conditionnalités. Elle n'a pas encore dit son dernier mot, elle n'a pas refusé complètement, elle négocie, mais les conditionnalités de l'entité sioniste sont inacceptables. Donc, mais en même temps, cette guerre génocidaire aggrave comme jamais la crise du système capitaliste en place. Les contradictions sont maintenant exacerbées et au grand jour. Nous entendons Borrell, le représentant de l'Union européenne, qui considère que c'est un crime que d'arrêter le financement de l'UNRWA, qui considère que cette dévastation est inacceptable. À l'intérieur de l'ONU, il y a des contradictions majeures. Les gouvernements américains, européens sont tous en crise, traversés par des fractures sérieuses et des contradictions, et les régimes arabes sont aussi sur des poudrières, ceux qui ont normalisé
et soutient l'entité sioniste dans la région du Moyen-Orient ou bien chez nous ici au Maroc. Donc cette crise, elle est le produit de l'horreur, parce qu'ils n'ont pas, l'entité sioniste et ses parrains ont échoué dans la guerre médiatique. Au bout des 10 premiers jours, ils ont échoué. Parce que d'abord, il y a des médias arabes qui ont assumé leurs responsabilités cette fois-ci, et il y a enfin les réseaux sociaux. Donc du coup, tous les peuples de la Terre se sont mis à suivre cette horreur au quotidien, et d'où le soutien sans précédent au peuple palestinien, à sa cause. Et maintenant, plus personne ne peut raconter des histoires, tous les mensonges sont tombés, les légendes sont tombées, tout ce qui a été fabriqué de toutes pièces. Donc une mobilisation sans précédent pour sauver l'humanité. À travers Gaza, c'est l'humanité que les peuples veulent sauver. Et en plus de cela est arrivée donc l'action au niveau de la Cour internationale de justice, introduite par la ZANI, c'est-à-dire l'Afrique du Sud, c'est son vrai nom. Malgré les limites, bien sûr, de la CIG et de son verdict provisoire, parce que c'est encore provisoire, on ne sait pas ce qui va venir d'ici dans le délai d'un mois, cette décision qui est conservatoire et qui reconnaît quasi directement l'existence d'un génocide, qui appelle à empêcher donc un génocide, qui appelle à faire entrer l'aide humanitaire, elle exacerbe encore plus la crise du système à l'échelle mondiale, parce que la CIG est la plus haute instance judiciaire à l'intérieur de l'ONU, laquelle ONU a fabriqué, a voté la naissance de la création artificielle qui s'appelle Israël en 1947. En 1947, donc, la même institution qui a créé l'entité sioniste l'a jugé et l'a, en quelque sorte, condamné en inscrivant la possibilité de génocide. C'est donc un désaveu sans précédent pour l'impérialisme US, britannique, qui sont à l'origine de la tragédie palestinienne, qui ont imposé le dépeçage de la Palestine, alors qu'ils sont déjà déstabilisés complètement par les crises multiples, par des crises multiples. Alors oui, le choix d'ouvrir ce forum par Gaza n'est pas fortuit. D'abord parce que en politique, il faut savoir toujours, bien sûr, définir les priorités. Or, la question palestinienne, ce n'est pas une question de solidarité pour nous, non. C'est une question d'autodéfense, je dirais. C'est une question qui est une partie intégrante de la question nationale chez nous. N'oublions pas qu'au lendemain de l'indépendance, nous dirigeons avec comme mot d'ordre, nous ne serons totalement libres que lorsque la Palestine le sera. Et ce mot d'ordre a été repris par les Sud-Africains, les Azaniens, par la ministre des Affaires étrangères, par le président azanien. Et effectivement, dès lors que le peuple palestinien reste donc sous occupation israélienne, sous oppression, sous exploitation, qu'il reste meurtri, il n'y aura jamais la paix, ni au Moyen-Orient, ni pour nous, ni d'ailleurs dans le monde. Donc, pourquoi ce choix? C'est parce que plus rien ne sera comme avant le 7 octobre 2023. Plus rien ne sera comme avant. D'abord, parce que la résistance, enfin, a mis à nu la fragilité, mais extrême, de l'entité sioniste. Voilà, de l'entité sioniste. Elle a démontré que son caractère préfabriqué et artificiel, en réalité, contient en son sein son arrêt de mort, et qu'il est possible d'en finir avec cette entité. Elle a démontré, donc le 7 octobre, la résistance a démontré que le peuple palestinien n'est pas prêt à renoncer à sa terre, quoi que fasse l'entité sioniste et ses parrains et ses soutiens. Alors, pour l'humanité entière, c'est un moment qui est le produit de plusieurs basculements, plusieurs bouleversements. Et aucun pays n'est à l'abri. Aucun pays n'est à l'abri des impacts et des conséquences des bouleversements qui continuent à s'accélérer, parce que la crise ne s'arrête pas. La crise ne s'arrête pas. D'abord, au cœur du système né des accords de Bretton Woods après la Deuxième Guerre mondiale, en 1945, il y a la partition de la Palestine. Le mur de Berlin est tombé. Il y a plusieurs situations qui ont été réglées,
Mais la question palestinienne, elle est encore là, parce que c'est une fabrication artificielle. C'est comme si on retournait à la case départ. Déjà, l'administration américaine qui prétend être contre l'extension de la guerre au Moyen-Orient est en train elle-même de mettre le feu aux poudres à travers la coalition qu'elle a constituée pour agresser le Yémen, dont nous saluons le peuple et la résistance, parce qu'ils se dressent aux côtés du peuple palestinien. Ils ne veulent pas perturber le commerce international à Bab el-Mandeb ou dans la mer Rouge, non. Ils veulent seulement que s'arrête le carnage commis contre le peuple palestinien depuis plus de 4 mois. Et donc maintenant, cette coalition agresse l'Irak, agresse encore la Syrie meurtrie, menace l'Iran. Il y a même des attentats, et ils ne sont pas le produit du néant, en Iran. C'est-à-dire que l'administration américaine, tout en disant une chose, est en train de faire le contraire, de généraliser la guerre, de déstabiliser toute la région du Moyen-Orient. Et donc, elle le fait à travers l'ONU, elle le fait militairement, elle le fait financièrement en soutenant l'entité sioniste, alors que celle-ci, l'entité sioniste, se comporte comme le monstre de Frankenstein. C'est-à-dire, même lorsque Biden ordonne quelque chose, Netanyahou répond « Nous écoutons, nous entendons, mais personne ne nous imposera d'arrêter la guerre, de réaliser nos objectifs qu'ils n'ont pas réalisés. Ils n'ont réalisé aucun objectif. Aucun objectif. Il est devenu, en quelque sorte, incontrôlable. En fait, cette entité est en crise majeure elle-même. L'entité sioniste est en crise parce qu'elle n'a pas gagné militairement. Elle a détruit, elle a dévasté. Elle est maintenant mise au banc des accusés. Elle est transformée en paria par tous les peuples de la planète, à commencer par les peuples américains et européens. Et elle se comporte, elle est acculée, elle a une crise économique, une crise sociale, une crise morale, une crise dans tous les domaines. Alors elle se comporte comme l'OAS, comme s'est comporté l'OAS chez nous en 1961-62. Parce que l'OAS était contre l'indépendance, contre le droit à l'autodétermination du peuple algérien. Elle a commencé à commettre des attentats, à tuer, à cibler des Européens et des Algériens, à tuer aussi des attentats pour des groupes de personnes ou des attentats individuels. Et elle se comporte donc, maintenant l'entité se comporte aussi comme une bête blessée à mort. Elle tue à droite et à gauche, et elle tue même ses propres enfants. Et elle détruit tout ce qui bouge. En même temps, cela démontre qu'elle tire vers la fin. Qu'elle tire vers la fin, tout comme l'OAS n'a pas pu réaliser ses objectifs, parce que ça, c'est la marche de l'histoire. C'est la marche de l'histoire, et on peut l'entraver pour quelque temps, mais on ne peut pas l'arrêter indéfiniment. Et nous sommes directement, comme pays, comme Algérie, comme peuple, comme État, nous sommes directement menacés par les plans expansionnistes et déstabilisateurs de l'entité sioniste, avec l'aide de sous-traitants arabes, de sous-traitants du Moyen-Orient et d'ici dans le Maghreb, de la part de régimes qui ont normalisé avec l'entité et qui se transforment en porte-parole de ces intérêts qui la défendent. Ainsi, nous apprenons qu'il va y avoir, y compris une base militaire sioniste, là, à 200 km de nos frontières sud. En effet, c'est désormais établi. Le Sahel en général et notre pays en particulier sont la cible de plans criminels dont l'objectif est d'isoler notre pays, le fragiliser, provoquant et alimentant des tensions et des hostilités à son égard, à l'égard de notre pays, dans la région du Sahel, y compris du Maghreb, tentatives qui n'ont pas encore abouti, ni via la Tunisie, ni encore la Mauritanie, ni la Libye, parce que c'est à travers le sud de la Libye que les Émirats voulaient inonder notre pays de drogue très très forte pour tuer notre jeunesse, pour massacrer notre jeunesse. Cela fait partie des plans, mais ce n'est pas la totalité des plans. Donc tout cela au service de l'entité sioniste et de ses parrains en guise de représailles contre notre pays. Alors oui, ces basculements en cours nous dictent de dégager en urgence les politiques à même d'assécher tous les viviers de la détresse sociale, des frustrations politiques, pour immuniser notre pays en interne et en externe. C'est une question de sauvegarde nationale, de sauvegarde pour notre pays
qui entre dans une année charnière, alors que nous sommes maintenant dans une zone de haute turbulence. Nous sommes entrés de plein pied dans une année charnière, car c'est une année électorale. À la fin de l'année, il y aura les élections présidentielles, et nous savons tous très bien, et y compris d'expérience, que les grandes puissances impérialistes, notamment l'administration américaine, mais aussi d'autres supplétifs européens, mettent à profit les rendez-vous électoraux dans des pays comme le nôtre. Ils ont tenté en 2014, mais ils n'ont pas réussi. Ils l'ont fait dans plusieurs pays africains, ils l'ont fait dans plusieurs pays de l'Europe, de l'ex-Europe de l'Est, ils l'ont fait dans différents pays, y compris en Amérique latine. Ils interfèrent au risque de provoquer le chaos et les guerres de dislocation. Mais comme il s'agit pour eux donc d'avoir des intérêts durables, il s'agit pour eux d'installer des candidats ou des présidents qui sont à leur solde. Donc il s'agit pour nous d'empêcher, de fermer la porte devant toute velléité d'interférence dans les affaires internes de notre pays, et donc d'empêcher le chaos, d'empêcher l'anarchie. L'administration US, nous le savons, directement à travers les rapports que ces institutions distillent, ou même à travers un certain nombre d'ONG que la CIA agite, use du chantage, use de différentes formes c'est-à-dire de pression pour amener les pays à accepter son diktat. Nous devons donc ôter tous les prétextes à l'ingérence extérieure, qu'ils soient fondés ou pas, que ces prétextes soient fondés ou pas, en dégageant les mesures et politiques algériennes à même de renforcer les ressorts de notre pays, de la nation algérienne, ses capacités de résilience et de résistance. Au Parti des travailleurs, nous avons nos propres visions sur l'ensemble des questions politiques, économiques, sociales, culturelles, sur l'ensemble des questions aussi internationales, mais pour nous, la condition première pour tout projet d'avenir réside dans la préservation de l'unité, l'intégrité et la souveraineté nationale. Merci à vous. Et à vous la parole, bien sûr. Merci, Madame Henoun. Je vais entamer les débats avec on revient en Algérie, si c'est possible. Oui. Vous avez salué, juste après votre entrevue avec le président, les mesures sociales et économiques mises en place par l'État visant à améliorer le pouvoir d'achat des citoyens et à encourager l'investissement. En même temps, vous dites que c'est insuffisant. Pouvez-vous développer, Madame Henoun? Alors, on va commencer par ça, pour ouvrir l'appétit des journalistes. Oui, en effet, nous l'avons dit et nous le répétons en permanence avec preuve à l'appui. Dans la loi des finances 2024, et avant ça, il y avait la loi des finances correctives qui a dégagé les enveloppes nécessaires à toute une série de dépenses qui touchent aussi bien l'économie que le social. Donc nous avons enregistré que dans la loi des finances 2024, parce que nous avons pour tradition et pour règle d'étudier sérieusement les lois avant de nous prononcer sur quoi que ce soit. Parce que nous sommes un parti responsable, donc nous avons constaté, relevé qu'il y a plusieurs mesures sociales pour améliorer le pouvoir d'achat. Le président lui-même n'a pas arrêté de parler d'améliorer le pouvoir d'achat, ce qui en soi est un aveu que le pouvoir d'achat, il est faible, et il l'est parce que l'inflation est toujours à 9,4,6, mais elle touche fondamentalement les produits élémentaires, malheureusement les produits localement, c'est-à-dire les fruits, les légumes, nous ne parlons pas des autres, c'est-à-dire le poulet ou d'autres, ou même les œufs, c'est-à-dire de très large consommation. Il y a eu la flambée des prix des céréales, il y a eu... et donc le pouvoir d'achat n'a cessé de s'effondrer depuis le Covid. Depuis le Covid, c'est vrai qu'il y a la spirale inflationniste à l'international, qui est le produit de la guerre en Ukraine, qui est le produit de l'explosion des tarifs des transports depuis le Covid, de 517%. Mais même lorsque cette inflation elle régresse, chez nous, non, elle reste, elle continue à galoper, elle continue à galoper. Et donc, cela démontre qu'en réalité,
l'absence de maîtrise découle de l'absence d'une vision politique en matière de commerce et de distribution sur le plan interne. Et nous avons avancé, bien sûr, des solutions, dont le plafonnement des prix des produits de première nécessité, la réouverture de grandes surfaces publiques, au moins jusqu'à ce que le marché soit régulé. Il s'avère que le ministère du Commerce a enfin pris comme mesure de définir une marge de bénéfice, donc pour d'abord les céréales, dont l'importation a été donnée en exclusivité, le monopole à l'OAIC, ce qui est une bonne chose, mais elle n'a pas assez de points de vente, donc ça ne résout pas le problème. Pour traverser Alger, acheter un peu de lentilles, un peu, etc., ce qu'on est censé gagner, on le perd dans le transport. Donc c'est la raison pour laquelle il faut une vision d'ensemble sur la question du commerce intérieur, de la distribution, et en même temps, oui, il faut passer aux autres. Il y a le plan de passer à d'autres produits alimentaires, les viandes, etc. Et nous, on dit, y compris les légumes, pourquoi pas? Les légumes, les fruits, etc., oui. Et on ne doit pas tenter de réguler ou faire baisser les prix qu'à l'occasion du mois de Ramadan. C'est insensé, c'est terrible cette conception. Non, c'est tout le long de l'année. Il faut mettre de l'ordre dans la bazardisation qu'il y a eu dans le commerce intérieur depuis 1994, depuis que l'État a supprimé son monopole sur le commerce, extérieur d'abord, puis intérieur. Alors oui, il y a augmentation des salaires des fonctionnaires, et en plus, nous suivons avec grand intérêt les projets de statut particulier dans l'éducation nationale, l'enseignement supérieur, dans la santé, plus ou moins la formation professionnelle, et en réalité, il y a des augmentations qui sont annoncées à travers cela, qui sont intéressantes. Mais là où le bas blesse, c'est lorsque les travailleurs de la production, qui sont majoritaires avec ceux des services, ne sont pas concernés par les augmentations. D'abord, les augmentations, elles, pour les fonctionnaires, sont censées passer par le doublement du point indiciaire et non pas la multiplication du nombre de points indiciaires. Deuxièmement, le SNMG, pour qu'il n'y ait plus de discrimination, pour que les salaires augmentent tous en même temps, ce qui relance la consommation, et du coup, donc, c'est un volant d'entraînement pour la production nationale et qui crée de l'emploi, des emplois pérennes. C'est très important, ça veut dire qu'il s'agit pour nous de sortir entièrement de la récession, parce que nous sommes rentrés dedans, nous aussi, à cause du Covid et pour la période qui a suivi. Donc, nous suivons ces mesures sociales importantes. Il y a toute une batterie de mesures pour aider les agriculteurs, mais dans la réalité, les agriculteurs butent contre des obstacles, mais qui n'en finissent pas, incalculables. Donc la bureaucratie, les banques, les assurances, etc. Et pourtant, nous trouvons que l'aide que l'État veut apporter, elle est, j'allais dire, audacieuse, puisque les engrais, les semences seront gratuits, distribués gratuitement, et c'est important dans toute réforme agraire. Donc pour nous, il faut aller plus loin. Donc ça, d'un côté, il y a la question, il faut réformer aussi. Par exemple, il y a l'augmentation de l'indemnité chômage, oui, mais en même temps, il y a un caractère exclusif et discriminatoire. Et en plus, elle est très limitée dans le temps. C'est 2 fois 6 mois, sans plus. Et sont exclus des millions de chômeurs, de ceux dont les entreprises ont été fermées, de ceux qui ont été licenciés, de ceux qui ont travaillé pendant une semaine ou ceux qui ont travaillé pendant 1 mois, etc. Donc il faut régler ça. Nous avons vu, donc il faut revoir cette loi, ce dispositif, et en même temps, cela doit s'accompagner d'un plan national de travaux publics, d'investissement public, créateur d'emplois durables, pour résorber le chômage, parce que l'ANEM, elle a beau faire des efforts, mais elle ne peut prendre que ce qu'il y a comme poste d'emploi. Ça veut dire qu'il faut supprimer le décret du 11 avril 2015, du temps de Abdelmalek Sellel, qui avait interdit le remplacement de plus d'un départ à la retraite ou d'un décès. Ça veut dire, là maintenant, par exemple, dans la loi des finances, il y a effectivement des choses positives, mais il y a des choses négatives. Il y a, ça veut dire, le remplacement, il n'est pas systématique, quoi. Il faut lever ces obstacles parce qu'il y a un déficit énorme. Prenons l'enseignement supérieur. Le ministre a annoncé qu'il y a presque 12 000 postes qui seront créés l'année dernière, et en définitive, on ne retrouve que 4 700 postes dans la loi des finances 2024.
D'accord, il y a eu des dépenses dans la loi rectificative, mais ça n'explique pas tout, et donc le reste, ces doctorants, c'est ceux qui sont porteurs de magistère, qui sont organisés, qui s'adressent aux autorités, ils doivent être pris en charge, parce qu'il y a ceux qui ont été obligés d'aller aider le frère commerçant, de faire des petites activités comme ça pour ne pas rester oisifs. Mais on ne peut pas considérer ça comme étant des emplois. Un doctorant est un doctorant. Celui qui a un magistère, il ouvre droit à des postes supérieurs. Donc il faut revoir tout ça. Ce qui manque, c'est une visibilité globale. Visibilité globale, c'est-à-dire nous avons besoin des assises dans l'enseignement supérieur, dans l'éducation nationale, parce que le marasme, il est toujours là. Et ce changement en permanence, c'est-à-dire de programme, il ne fait qu'aggraver les choses. Donc il faut mettre à plat les politiques qui ont été mises en œuvre pour corriger, pour ouvrir un débat, national. En même temps, donc l'outil de production est fondamental. Pour reconstruire notre économie, nous voyons bien qu'il y a des ambitions de relancer l'industrie, l'agriculture par rapport à la sécurité alimentaire. C'est une question de survie maintenant, avec ce qui se passe à travers le monde, cette crise, et qui va être aggravée par la guerre contre Gaza, le génocide contre le peuple palestinien. Et ça, la Banque mondiale et le FMI l'annoncent. Ils disent le taux de croissance à l'échelle mondiale va régresser. Bon, nous avons des ressources financières qui sont quand même importantes. Le président reconnaît que nous sommes à l'aise. Nous sommes dans une aisance financière, ce qui nous amène à conclure que donc nous pouvons prendre en charge toutes les détresses sociales. Toutes les détresses. Il y a des salariés qui n'ont pas perçu leur salaire depuis des mois et des mois. Il y a des travailleurs qui ont été licenciés par dizaines de milliers, par exemple dans Sonelgaz. Et il y a des entreprises publiques qui ont besoin d'aide, de l'État. C'est vrai que le ministre du Commerce annonce un plan assez ambitieux pour sauver au moins 51 entreprises. Oui, et bon, maintenant il s'agit de mettre en œuvre aussi, là, donc de recenser, de relancer sérieusement. Et nous avons des zones industrielles dans quasiment toutes les wilayas du pays, dans les 48 qui existaient. Toutes les zones industrielles peuvent être relancées pour les entreprises publiques et les entreprises privées. Et nous disons que les entreprises qui appartenaient aux oligarques emprisonnés font partie des forces productives dans notre pays, et ça serait une aberration de laisser plusieurs d'ailleurs d'entre elles avec des dizaines de milliers de salariés à l'abandon. Au contraire, il s'agit de les intégrer elles aussi dans le holding Madar comme une partie qui a déjà été intégrée pour renforcer le tissu industriel et pour rétablir les emplois qu'on a perdus, et en même temps créer la richesse renouvelable. Donc, et en réalité, l'artisanat, la pêche, tous les secteurs ont besoin que l'État organise des assises, mais de vraies assises. C'est-à-dire qu'on doit ramener les vrais acteurs. On ne ramène pas l'administration uniquement. Certes, il peut y avoir un peu l'administration, mais si on parle de la santé, il faut qu'on ramène les techniciens, les médecins, les praticiens, les professeurs, avec leur représentation, y compris syndicale, pour venir poser tous les problèmes. Parce que plus on améliore le sort des fonctionnaires de la santé et on donne les moyens au secteur de la santé, plus nos hôpitaux, nos centres de santé vont fonctionner de manière plus sérieuse et peuvent prendre en charge les malades, et qu'on arrête, parce qu'aujourd'hui, encore, des malades viennent de tout le territoire national. Pour aller à Mustapha Bacha, pour aller à l'hôpital de Bab el-Oued, pour aller essayer de trouver dans l'hôpital des enfants. Et ça, ce n'est pas normal, même si on a ouvert 20 centres anti-cancer dernièrement. 20 centres, ce n'est pas rien. Il y a énormément de choses qu'on peut faire. Et y compris, le président de la République a annoncé une aide particulière aux étudiants palestiniens, ce qui est une très bonne chose, ceux qui sont coupés de leur famille à Gaza. Mais en fait, ces étudiants, ils sont dans leur quasi-totalité aussi des diplômés. Ça y est, ils ont eu leur diplôme. Ce qui serait bien, c'est qu'il y ait aussi une mesure, en plus de ce que fait l'État algérien en direction du peuple palestinien, sur le plan politique, sur le plan financier, ça veut dire augmenter
l'aide, d'autant plus que l'UNRWA est étranglée, augmenter l'aide de l'État algérien, réfléchir à diverses formes de soutien sur le plan humanitaire, des hôpitaux, des entreprises pour les prothèses, comment faire sortir des blessés, etc. Apporter une aide beaucoup plus massive parce que le peuple palestinien attend de nous plus qu'il n'en attend d'autres pays à cause de notre position traditionnelle. Mais pourquoi on ne permettrait pas à ces étudiants de travailler, au moins provisoirement, d'avoir des emplois rémunérés qui leur permettent de gagner de l'argent et de pouvoir aider un peu leur famille. Alors, il y a aussi toutes les victimes de la mauvaise application des lois et de la mauvaise application des décisions de justice et qui entraînent des abus. Le président l'a reconnu, il a donné des orientations et des instructions, mais malheureusement, cela bute. Ça s'arrête à un niveau juste inférieur, ça n'arrive pas en bas, ce n'est pas suivi des faits. Et donc la détresse de ces couches sociales, je vais vous donner un exemple. Il y a un millier de familles algériennes à Alger Centre qui avaient souscrit dans le LSP en 2003. En 2003, ils ont fait la demande. En 2012, on leur a répondu. Donc, et après, ils ont versé en 2017. Ils ont été affectés à Saoula. En 2017, ils ont versé chaque famille 1 million de dinars. Et à ce jour, plus rien. Et en réalité, il n'y a pas. Ce projet n'existe pas. Et donc ça, c'est une détresse sans nombre de ces familles qui se sont certainement endettées, etc. C'est quand même à Alger Centre. On parle d'Alger Centre. Ce n'est pas un trou perdu dans une wilaya de l'intérieur. Pourtant, ils se sont adressés à la wilaya, ils se sont adressés aux médiateurs de la République, à différentes institutions. Mais comme on dit en arabe, la hayata liman tunal. Il n'y a rien. Qu'est-ce qu'il faut faire, Madame Hannoun? Qu'est-ce qu'il faut faire? Alors, moi, je viens de prendre connaissance du dossier. D'abord, il y a le ministre qui est concerné par ça, qui doit intervenir, parce que même le fait de les rembourser, 1 million de dinars en 2017, ce n'est pas 1 million de dinars d'aujourd'hui. Ça n'a plus la même valeur. Mais à la limite qu'ils puissent récupérer leur argent. Mais il faut qu'on leur donne des logements. Ceux-là, ils ont tablé, ils ont tout investi, tout planifié sur cette base-là. Et ils ont fondé une association. Ce sont des gens très, j'allais dire civilisés, quoi, très pacifiques. Ils protestent même une fois par semaine. Il faut qu'ils soient entendus. Il y a maintenant au niveau de la présidence tout un dispositif avec des conseillers du président de la République qui sont chacun chargés de missions, de différentes missions. Eh bien, le conseiller chargé de cette mission-là, de ces problèmes-là, de ces conflits-là, doit intervenir. Nous, depuis la rencontre avec le président de la République, lorsque des citoyens adressent des requêtes et que nous jugeons fondées et sérieuses, nous transmettons aux autorités, aux plus hautes autorités, c'est-à-dire à ses conseillers du président de la République ou bien à son directeur de cabinet pour qu'il y ait une prise en charge, parce que nous avons quand même constaté, pas seulement nous, mais tout le peuple algérien, mais pas seulement, y compris des responsables, que la bureaucratie, elle est mortelle. Elle est mortelle et elle génère une détresse terrible. Une détresse terrible parce que, en fin de compte, les citoyens finissent par baisser les bras, quoi. Vous estimez que les médiateurs de la République ne font pas leur travail, Madame Hannoun? Il y a médiateurs et médiateurs. Vous avez bien fait de poser la question. Il y a des médiateurs qui n'ont même pas un local, un endroit, une adresse, et qui refusent, par exemple, de recevoir les plaintes, les requêtes, qui considèrent que dès lors que c'est passé par la justice, ils ne doivent pas. Non, c'est faux. C'est archi faux, puisque le président a ordonné qu'on corrige une mauvaise application, par exemple, des décisions de justice. Voilà, par exemple, quand la justice ordonne la saisie des biens d'une personne qui est emprisonnée, pourquoi sanctionner sa famille? Pourquoi jeter à la rue des femmes et des enfants? Pourquoi couper les vivres? Le président est intervenu, mais pourtant ça continue, ça ne s'est pas arrêté. Ça ne s'est pas arrêté, donc nous tirons à chaque fois la sonnette d'alarme, et il y a une conscience de cet état de lieu. Donc j'ai parlé de cette association, je parle je parle par exemple des victimes de la mauvaise application de la loi de lutte contre la spéculation, là aussi. Donc ce sont des exemples, et il s'agit donc pour nous de corriger partout, parce qu'un État qui corrige, au contraire, comment dirais-je, il reconnaît en quelque sorte qu'il est à l'écoute.
les citoyens, à ce moment-là, constatent qu'il est à l'écoute de leur détresse, à l'écoute de leurs cris, de leur appel au secours. Et ça veut dire que c'est un État qui, en réalité, devient plus fort. Et ça le renforce dans sa crédibilité, parce que tout État ou tout responsable peut se tromper, il peut se tromper d'orientation. Et cette discussion, elle doit avoir lieu dans la sérénité la plus totale. Ça veut dire, lorsqu'on parle de cette association, de ces catégories sociales, c'est vrai qu'il y a les réseaux sociaux, etc. Et quelquefois, nous voyons que le Forum d'El Moudjahid prend en charge un certain nombre de questions particulières. Ceux-là, par exemple, ils ont besoin d'être pris en charge. Et nous pensons que tous les médias publics doivent s'ouvrir. Voilà, doivent s'ouvrir parce qu'en réalité, c'est la condition pour que les médias privés suivent. C'est toujours comme ça. Lorsque les médias publics deviennent vraiment un service public, donc ils couvrent la totalité de la vie politique, sociale et économique. Cela encourage les médias privés, ça encourage les citoyens, y compris donc à s'exprimer. Alors, nous avons effectivement les moyens, nous avons la possibilité de résoudre les problèmes, aussi, il nous faut revoir toutes les lois régressives. Dans la loi des finances, il y a une série de chapitres pour financer, etc. Mais nous pensons qu'il faut élargir. Une loi des finances complémentaires, ce n'est pas attentatoire ni à l'honneur, et au contraire, on l'a fait plusieurs fois. Par exemple, pour créer davantage d'emplois, par exemple, pour renforcer le pouvoir d'achat. Nous ne sommes pas les seuls à avoir posé ce problème. Le secrétaire général de l'UGTA, quand il a été reçu par le président, il a posé aussi comme préoccupation majeure la question du pouvoir d'achat et aussi la question, bien sûr, il y a la question des lois qui ont été faites dans la précipitation et qui contiennent de la régression. De la régression, nous avons au contraire besoin d'ouverture, c'est-à-dire nous avons besoin de réunir les conditions pour que le climat soit marqué par une détente généralisée sur le plan social, sur le plan politique. Et à notre avis, ce forum-là, le fait qu'un parti politique vienne s'exprimer, et de surcroît un parti qui n'est pas dans le gouvernement, c'est-à-dire un parti indépendant, c'est vraiment de bon augure, dans cette voie-là, et que, cela démontre que c'est faisable. Voilà, cela démontre que c'est possible, c'est pas... On va essayer de prendre des questions de mes confrères et consoeurs, s'il y en a. Oui, le micro. Je croyais que... Bonjour, Chérif Ali, auteur, journaliste indépendant. Je voudrais rebondir sur votre dernier propos. Sur votre dernier propos, là. Vous venez de faire votre petite conclusion. Oui. Vous dites que c'est une bonne chose, l'ouverture aux partis indépendants, et Nathalie, qu'on se réjouit de vous avoir en face de nous. Et donc, on pense que les partis sont utiles à notre société pour la faire avancer. Et contrairement peut-être à ce qui se dit, je voudrais avoir tout d'abord votre sentiment sur la société civile. Comment vous la percevez? Est-ce que la société civile peut éventuellement canaliser la population, éventuellement fabriquer la démocratie à la place des partis? Quel est votre sentiment justement à ce sujet? Je ne sais pas si c'est clair, ou là si c'est abscon ce que j'ai dit. Alors, je voudrais revenir un petit peu au système international. Vous avez parlé des États-Unis qui créent des guerres, mais en face, il y a les institutions internationales, il y a l'ONU, il y a l'Algérie maintenant, elle est dans le Conseil de sécurité. Comment vous voyez justement sa contribution? Mais sinon, est-ce que vous pensez qu'il y a une nécessité, une urgence de réformer l'ONU et partant la Ligue arabe qui ne sert plus à rien? Voilà. Merci de m'avoir écouté. Merci. Bien, je vais répondre. Okay. En réalité, il y a une conception qui n'est pas tout à fait juste dans notre pays de ce qu'on appelle la société civile, à laquelle on oppose les partis politiques, comme si les partis politiques étaient des militaires. Ben non, ce ne sont pas des corps constitués. Les partis politiques font partie de la société civile, c'est-à-dire tout comme les associations. Alors, les syndicats, c'est une représentation de classe des travailleurs, c'est une représentation sur la base des antagonismes de classe qui existent dans toutes les sociétés dans le monde et donc chez nous.
Les partis politiques sont porteurs de projets. Et les partis, les syndicats et les vraies associations, effectivement, organisent, encadrent la société. Ils ne canalisent pas, ce n'est pas une question de canaliser. Évidemment, lorsqu'il y a des crises majeures, des débordements, les partis, les syndicats et les associations jouent le rôle de digue. De digue. La Libye s'est effondrée, s'est disloquée parce qu'il n'y avait pas de parti politique, ni de syndicats, ni d'associations. Il n'y avait rien. La Syrie aussi, même s'ils ont une tradition de multipartisme extraordinaire, mais la nature du régime empêchait donc l'existence de partis réellement indépendants qui agissent et de syndicats indépendants. Et donc nous avons des expériences là devant nos yeux dont nous devons tirer des enseignements. Et pour nous, à chaque fois aussi qu'il y a eu des problèmes, des situations de danger réel, bon, c'est vrai que c'est le peuple algérien qui se dresse toujours par attachement à son pays, par patriotisme, mais à force d'être fragilisés, les couches sociales peuvent perdre un peu de la fluidité de leur ressort, quoi, des ressorts. Et c'est la raison pour laquelle nous, on ne sépare pas les questions sociales des questions démocratiques. C'est lié. Donc, la société civile, d'abord, vous savez, la première association qui s'est constituée en toute indépendance du parti unique, c'était en mai 1985. 1985, c'était l'association pour l'égalité en droit et devant la loi entre les femmes et les hommes. D'accord ? Bon, elle s'était tolérée, mais ce n'était pas légalisé, c'était toléré. On avait déposé une demande d'agrément, on s'est battu au ministère de l'Intérieur, etc. Et après octobre 88, il y a eu la reconnaissance de cette association et de dizaines d'autres associations de femmes pour les droits des femmes, pour l'égalité, mais aussi des associations de jeunes, culturelles, sportives, etc., sur différentes questions. En réalité, comment dirais-je, la garantie ou bien ce qui immunise un pays, c'est d'abord la démocratie. C'est d'abord la liberté d'expression, la liberté d'organisation, la liberté de manifester. C'est ça qui immunise tout pays. Parce que si un pays est en danger et que le peuple est libre et souverain, il peut exercer ses droits démocratiques. Il va se mobiliser en toute indépendance pour défendre son État, pour défendre son pays. D'accord ? Et à contrario, lorsque les libertés sont confisquées, ça démobilise. Cela démobilise par rapport à toute action, même lorsqu'il s'agit de défendre son pays. C'est-à-dire se creuse alors un fossé. Pour nous, d'abord, les autorités ne doivent pas interférer dans ce qu'on appelle la société civile. Il y a des associations sociales, il y a des associations, j'allais dire, humanitaires, il y a des jeunes qui ont créé toute une série d'associations, mais dès lors que c'est chapeauté par en haut, ça tue l'esprit d'initiative, ça tue la vie associative. On a vu en 2019 dans les manifestations par millions comment les associations elles ont explosé. Le nombre était extraordinaire. Des jeunes qui étaient là sans qu'on leur demande quoi que ce soit, qui ont assuré l'ordre, qui est donné à boire de l'eau, etc. Et donc il faut avoir confiance. Il faut avoir confiance dans ce peuple, dans notre jeunesse, dans les larges couches. Il faut avoir confiance dans le patriotisme du peuple algérien et le laisser se structurer. Parce qu'après octobre 88, avant la grande dérive, pendant 2 ans, nous manifestions tous les jours et la télévision publique était ouverte. Sur l'Irak, on allait à 2h du matin, à 4h du matin, c'était ouvert, on allait pour exprimer notre soutien, pour dénoncer l'agression, etc. On manifestait par millions, il n'y a jamais eu d'incident. Il n'y a pas eu d'incident. Et donc la période qu'il y a eu après de fermeture, il y a eu la guerre de décomposition et de terrorisme, mais après les restrictions sont restées, d'accord, sous différents prétextes. Il faut laisser la société civile souffler, respirer, s'organiser par elle-même. S'organiser parce que dès lors que c'est chapeauté par en haut, tout le monde va penser qu'il y a une manipulation quelque part. Il y a des objectifs non dits ou bien dits. Par exemple, des rendez-vous électoraux ou des choses comme ça. Mais sinon, dans la rencontre avec le président de la République, sur cette question précise, donc personnellement, j'ai rappelé le rôle des partis, des syndicats, etc., y compris le droit de grève. J'ai dit, lorsque les travailleurs n'ont plus le droit
de recourir à la grève comme moyen ultime, comme instrument ultime de la démocratie, qu'est-ce qu'il leur reste comme moyen pour s'exprimer, pour revendiquer? Il leur reste le recours à la violence, et ça, est-ce qu'on en a besoin? Et que ce soit pour les partis ou pour les syndicats, la nécessité donc du respect du droit à l'organisation indépendante, aussi pour ce qu'on appelle la société civile, c'est-à-dire les associations. Et le président de la République avait répondu qu'il n'avait nullement l'intention de caporaliser ni les partis, ni les syndicats, ni autre chose, ni les médias, d'accord? Et effectivement, tous les responsables que j'ai rencontrés depuis, je veille à écouter justement ce qu'on me dit à ce sujet, parce que ça ne peut pas s'arrêter à une rencontre avec le président, et la lutte continue, quoi. On continue de militer pour la mise en œuvre des mesures de détente. Par exemple, il y a 3 jours, j'ai lu dans la presse, avant le week-end, que 22 Algériens, 22 citoyens algériens qui ont comparu pour des raisons politiques ont tous été acquittés, sauf un qui a été condamné mais sans mandat de dépôt. Nous, on pense que c'est quelque chose de positif. C'est une avancée importante. C'est une avancée importante dans la voie de l'apaisement. Donc, la démocratie, d'abord, elle ne peut pas être créée comme ça. Bien sûr, il y a une société qui se met en mouvement lorsqu'elle est libre. Le progrès, il arrive comment? Et soit c'est une société qui avance, qui est en mouvement, il y a des processus et elle impose des changements démocratiques. Ça s'est passé en octobre 88. Ou alors nous pouvons avoir affaire à un État éclairé. Un État éclairé qui promulgue des lois qui sont démocratiques, qui sont progressistes et qui font avancer la société, parce que la société, à ce moment-là, elle est contrainte d'avancer. Et je vous donne un exemple. En 2006, il y a eu un amendement qui a été introduit des amendements sur le code de la famille, mais ça n'a pas changé fondamentalement la nature obscurantiste et rétrograde de la loi à l'encontre des femmes. Mais le même jour, dans la même séance, à l'Assemblée nationale, ont été introduits des amendements au code de la nationalité révolutionnaires, qui mettent sur le même pied d'égalité la femme et l'homme dans l'octroi de la nationalité aux conjoints, aux enfants, même de religion non musulmane, même, etc. C'était époustouflant. Pourtant, ce n'était pas une revendication d'un mouvement de femmes. Non, pas du tout. Parce que ce problème existe surtout dans les pays du Moyen-Orient. Il y a beaucoup de Palestiniens, de Palestiniennes. Et bon, c'est assez délicat, c'est assez complexe. Mais nous, non. Bon, les voyages mixtes, ce n'est pas des millions, hein, même pas des dizaines de milliers. Et donc, ne se pose pas ce problème. Mais quand même, il y a eu cette avancée. Parce que l'État a fait preuve de progrès, d'intelligence, et il a promulgué cette loi. Maintenant, il faut laisser la société libre respirer et à l'avancer. On a vu, en octobre 88, après octobre 88, la société a avancé. Elle a posé la question de Tamazir, elle a posé la question des droits des femmes, elle a posé les questions syndicales, les questions économiques, sociales, l'ensemble des questions, et de façon organisée et pacifique. Et donc, mais dès lors qu'on ferme et qu'on cadenasse, qu'on encamisole une société, c'est ça qui peut provoquer des explosions incontrôlables et qui peuvent mettre en péril, y compris l'intégrité des pays. Alors oui, l'administration américaine, c'est un fait. De plus en plus, comme elle est le chef du système capitaliste mondial qui est en crise, et pour préserver les intérêts du capital international, donc elle multiplie les guerres. Maintenant, la situation à Gaza est en même temps, elle se retourne aussi contre ce même système, contre l'administration américaine, parce que les peuples se dressent, parce qu'une telle barbarie est insupportable. On n'en a pas vu. Lorsqu'il y avait la Deuxième Guerre mondiale, il n'y avait pas les images en direct. Il n'y avait pas les massacres en direct. Il n'y avait pas les amputations d'enfants comme ça. Il y avait des milliers d'enfants. Il n'y avait pas la démolition des hôpitaux. Là, c'est pire que les dégâts provoqués par la Deuxième Guerre mondiale. C'est pire que la ville de Dresde. C'est pire que même ce qui a été fait à Hiroshima. Et de l'aveu même des responsables, des experts occidentaux. Alors,
Oui, l'Algérie, donc c'est une situation mondiale des plus dangereuses pour les nations, pour les peuples. En même temps, pour leur survie, les peuples se battent, les travailleurs se battent. Les travailleurs occidentaux, en Europe, y compris aux États-Unis, notamment dans les ports et les aéroports, eh bien, ils empêchent le déchargement et le chargement de marchandises ou d'armes à destination de l'entité sioniste. D'accord? Et donc ça, ils assument leurs responsabilités conformément aux traditions du mouvement ouvrier. C'est d'une extrême importance. Quand les travailleurs rentrent sur la scène de la lutte politique, et ça peut modifier, c'est en train de modifier, bien sûr, parce que nous voyons quand même les initiatives qui sont prises aux États-Unis, y compris à l'intérieur du Capitole, partout. Alors, l'Algérie est dans le Conseil de sécurité, et comme dans le rapport, j'ai rappelé que le délégué le représentant de l'Algérie a soumis un projet de résolution pour une trêve humanitaire, parce qu'effectivement, c'est la barbarie sur le plan humanitaire. L'administration US a usé de son veto encore une fois. Donc on voit très bien que, bon, certes, il y a l'Assemblée générale qui a voté plusieurs fois, mais dans la mesure où c'est le Conseil de sécurité qui bloque, avec ceux qui ont le droit de veto, et en tête l'administration américaine, ce sont les peuples qui peuvent imposer l'arrêt de la guerre. Ce sont les peuples qui peuvent imposer parce que, bon, Biden, il est dans une année électorale lui aussi, mais il est mal barré. Son taux de popularité. Mais le système américain, ce n'est pas seulement Biden, Madame. Oui, oui, bien sûr. Non, non, je parle même si Biden part, le système reste. Et c'est oui, c'est clair, c'est clair. C'est comme pour l'entité sioniste. Biden, Blinken, l'administration US, elle est prête à sacrifier Netanyahou et même peut-être d'autres responsables, mais il faut sauver Israël. Il faut sauver l'entité sioniste. Parce que ça, par contre, ils le disent. Ils disent, s'il n'existait pas, on le créerait. Ben, ils l'ont créé, en fait. Ils l'ont créé pour leurs propres besoins. Et donc, à partir de ce moment-là, oui, Biden, mais c'est aussi un mauvais moment pour j'allais dire, le système américain lui-même. Il est en crise. Il y a quand même des fonctionnaires au niveau de la Maison-Blanche et des Affaires étrangères qui protestent contre la guerre à Gaza, qui expriment leur solidarité avec le peuple palestinien, leur désaccord avec la livraison des armes. Nous voyons quelques membres du Congrès, pas beaucoup, mais en même temps, la contradiction, c'est que aussi une très grande majorité a voté pour une aide supplémentaire à l'entité sioniste. Mais ils ont créé une situation intenable en Ukraine, et maintenant, ils ne peuvent pas aider aussi l'Ukraine, donc c'est un imbroglio extraordinaire, extraordinaire. Bon, donc l'ONU telle qu'elle existe, elle est le produit de la Deuxième Guerre mondiale. Elle est venue après la Société des Nations, elle a été mise en place par les vainqueurs de la Deuxième Guerre mondiale. Les vainqueurs, à savoir les États-Unis, la Grande-Bretagne et la Russie. Dans le cadre d'un partage des zones d'influence, et des rôles, d'accord? Donc c'est pas un système démocratique, c'est pas un système démocratique. Et personnellement, en tout cas nous, au Parti des travailleurs, on n'a pas d'illusion sur l'ONU. Monsieur Antonio Guterres est très courageux en ce moment, et il fait des déclarations vraiment extraordinaires. Il n'est pas le seul, ils sont très nombreux. Dans les agences de l'ONU, en défense de l'UNRWA, dans l'UNICEF, dans l'OMS, ils sont vraiment très courageux. Mais le blocage, il est au niveau du Conseil de sécurité, et y compris si l'UNRWA venait à disparaître, bon, ça veut dire qu'on veut vraiment exterminer la totalité du peuple palestinien à l'intérieur de Gaza. Alors, réformer la Ligue arabe. D'abord, nous, notre position, elle est maintenant connue. La Ligue arabe, elle est certainement l'unique entité, je dis bien entité, dans le monde qui a été fondée sur une base ethnique, arabe. Il n'existe nulle part, ni dans les Amériques, ni en Asie, ni en Afrique, ni nulle part. Il y a l'Union européenne, il y a l'Union africaine, il y a des unions sous-continentales, régionales, il y a l'ASEAN dans le Pacifique, etc., etc. Et il y a cette Ligue arabe, la Ligue des États arabes. Et nous, de surcroît, nous sommes un peuple amazigh. Nous avons été arabisés partiellement, parfois, dans certains endroits, en totalité dans d'autres endroits, par l'avènement de l'islam. Nous appartenons à l'ère culturelle musulmane, à la civilisation arabo-musulmane, mais ne nous réclamons pas de cette entité. Et ça, d'abord, sur un terrain, j'allais dire, des principes. Mais il y a plus grave.
Il y a plus grave. Les régimes arabes qui siègent dans leur écrasante majorité portent l'entière responsabilité dans la tragédie palestinienne. Depuis 1947, lorsque les hordes sionistes ont commencé à débarquer en Palestine, qu'est-ce qu'ils ont dit aux 800 000 Palestiniens qui ont été obligés de partir? Ils leur ont dit, sortez, c'est une question de 15 jours et on vous rétablira à l'intérieur des territoires. Plus jamais ils n'ont revu leur village et leur maison. Donc ils portent la responsabilité dans toutes leurs prétendues guerres de 67, de 73, etc. Et y compris lorsqu'ils ont chassé les Juifs qui vivaient dans différents pays arabes, dits arabes, ils ont consolidé l'entité sioniste en réalité. Ils ont consolidé l'entité sioniste, donc ils portent une responsabilité. Alors, et puis maintenant, ces dernières années, c'est clair, la Ligue arabe, son rôle, c'est de massacrer le peuple palestinien, tous les peuples. La Ligue arabe, il y a une majorité qui s'est liguée contre le Yémen, qui s'est liguée contre l'Irak d'abord, contre la Syrie, donc ils tuent leurs propres frères pour servir les intérêts impérialistes, donc des États-Unis et des sionistes. Lorsque vous voyez comment se comporte un régime comme celui des Émirats, qui donne $2000 pour la famille de chaque sioniste qui meurt, qui ne verse pas une larme pour les enfants palestiniens, lorsque vous voyez comment les passages sont hermétiquement fermés et que Gaza est transformé en souricière, qu'est-ce qu'on fait, nous, avec des régimes pareils? Parce que, en réalité, au moment du vote, ce qui se passe, pourquoi nous avons commencé il y a plusieurs années à dire il faut qu'on se retire, ou à la limite, le minimum, on gèle notre participation. Parce qu'après, on se retrouve devant des situations où, au nom de la préservation de l'unité des rangs arabes, on fait des concessions. Et on accepte des résolutions qui sont très en deçà de notre position, de nos positions. Et on l'a vu, par exemple, la fameuse réunion de Beyrouth en 2002. En 2002, lorsque les régimes, sous la direction de l'Arabie saoudite, ont décidé d'imposer à tout le monde de normaliser avec l'entité sioniste pour peu qu'elle accepte de donner quelques miettes pour les Palestiniens. Des bantoustans, des enclaves, etc. Et donc nous, à partir de là, nous disons que c'est un danger. D'abord, si notre pays se libère de ce carcan-là, il y a bien des régimes dans le Moyen-Orient et la Tunisie à côté et d'autres qui résistent, qui sont prêts à résister, qui continuent à résister, qui n'ont pas normalisé avec l'entité sioniste. Ça d'une part, et en plus ce sont des criminels, on reste avec des criminels, on est obligé de faire dans le nivellement par le bas. Le nivellement par le bas. Or, je crois que notre diplomatie, elle a quand même... comment dirais-je, elle a une histoire particulière depuis la Révolution, depuis le mouvement national algérien. Nous ne pouvons pas accepter d'être entachés par cela. Et vous avez vu, ils ont fait des réunions, la Ligue arabe, elle s'est réunie, elle a fait des déclarations, puis se sont quittés, plus rien. Ils ont même refusé l'utilisation, ne serait-ce que sous forme de menace, du pétrole, du pétrole, l'arme du pétrole, ne serait-ce que sous la forme d'une menace. Même ça, il y a eu le veto des 4 pays, des 4 principaux pays qui ont normalisé, avec l'Arabie saoudite, bien sûr. Quand les Houthis envoient des missiles sur l'entité sioniste et que ce sont des pays arabes qui font obstacle, bon, là, ça s'appelle bien sûr plus que de la trahison, ils sont coupables eux aussi. Ils sont aussi responsables du génocide en cours et dont est victime le peuple palestinien. Alors non, au lieu de réformer la Ligue arabe, elle n'est pas réformable. Il y a des choses qui ne sont pas réformables. Et il y a des choses qui doivent être remplacées par autre chose. Et notre pays a toujours été, ce n'est pas pour rien qu'on a appelé Alger la Mecque des révolutionnaires. Il peut recouvrer sa place de pôle de résistance dans la région du Maghreb, du Moyen-Orient, et cela aiderait les peuples à se dresser davantage contre leurs régimes, les régimes qui sont soumis, et en même temps à l'échelle africaine. Voilà, parce que nous avons bien vu que l'entité sioniste, elle a tenté d'adhérer à l'Union africaine, finalement, pour avoir le titre d'observateur alors qu'elle n'a rien à voir avec l'Afrique, mais avec de l'argent et avec des compromissions, elle a quand même avancé dans ce travail. Et là, elle essaye de déstabiliser tout le Sahel. Et donc nous, fondamentalement, et à partir de ce moment-là, il faut faire preuve d'audace. Il faut faire preuve d'audace de la part, et de génie aussi.
et de génie pour ouvrir des perspectives à tous les peuples de la région. Je rebondis sur le fait que vous ne croyez plus aux institutions internationales, vous dites que c'est la fin. Vous estimez que la solution viendra des peuples. Pourtant, on voit que les manifestations durent depuis presque 100 jours, sans aucune influence sur les régimes, Madame Hannoun. C'est vrai, pas encore, ça n'a pas encore atteint. Et ce n'est pas un hasard que j'ai parlé, justement, j'ai évoqué la question des travailleurs. Ce sont les travailleurs qui peuvent modifier la donne. Parce que quand ils refusent de décharger le matériel, les armes, les marchandises, etc., vers l'entité sioniste, et que les syndicats, et c'est le cas en Europe, et nous le voyons, et ça commence à faire tache d'huile partout, les syndicats américains commencent à se joindre sérieusement à cette bataille, eh bien, rappelons-nous quand même, la guerre du Vietnam, elle a bien fini par s'arrêter. Et la révolution algérienne, elle a bien fini par chasser le colonialisme. D'accord ? C'est vrai que nous n'avons pas eu le soutien populaire qu'il y a actualité pour le peuple palestinien. Mais en réalité, quand je dis les peuples, il y a, par exemple en France, les rassemblements n'en finissent pas et les marches pour le cessez-le-feu. Pour le cessez-le-feu, il y a quand même des forces politiques, à commencer par la France insoumise qui est à l'avant-garde de cette lutte. Ils utilisent tous les moyens, ils vont à l'ONU, à Genève, ils vont à la CIG, ils utilisent tout. Ils sont même allés à Rafah, les députés de LFI sont à Rafah, mais en même temps, il y a la bataille en cours contre la loi immigration, contre la loi raciste et xénophobe. Et en fait, ces lois, cette régression sur le plan démocratique, sur le plan social, alimentent la colère des travailleurs et des peuples, de la jeunesse, d'accord ? Et ça renforce donc le soutien au peuple palestinien. Ça veut dire que c'est un tout, c'est pas simplement soutenir le peuple palestinien. Non, c'est la confrontation, là maintenant, qui est en train de se préparer au grand jour. Et oui, bien sûr, la révolution algérienne a fini par imposer une reconnaissance du droit du peuple palestinien à l'ONU. Là, maintenant, il y a tellement de fractures dans l'Union européenne. Le gouvernement espagnol, le gouvernement belge, le gouvernement irlandais, ceux-là, non seulement ils soutiennent le peuple palestinien, mais ils veulent même imposer des sanctions. Ça veut dire que les Américains, ils peuvent imposer à l'administration US, à un moment donné, tout comme les Européens, qu'il y ait des sanctions. Parce que si Biden et Blinken arrêtent de livrer des armes à l'entité sioniste, le lendemain même, ils arrêtent. Ils n'auront rien. Ils ne pourront pas tenir du tout. Et ça, tout le monde le sait aujourd'hui. C'est vrai que ça fait des mois que la guerre continue, le génocide se poursuit, que les peuples sont mobilisés, mais aussi on voit que le souffle, il est très long. Le souffle, il est très long, et personne ne peut savoir quels seront les rebondissements dans les jours à venir. Absolument. Est-ce qu'il y a des questions de mes confrères et consoeurs? Non. Bien, je reviens, Madame Hannoun, sur le politique. Vous militez, votre parti milite pour être la première force politique dans le pays. Est-ce que le PT mobilise toujours? Est-ce que le PT mobilise toujours aujourd'hui? Alors. Est-ce que le Parti des travailleurs mobilise toujours aujourd'hui? Oui. Est-ce qu'il y a encore des adhérents qui partent des... Ah, bien sûr qu'il y a des adhérents au Parti des travailleurs dans l'ensemble du territoire national. Le Parti des travailleurs est passé par des moments très difficiles, en 2019 notamment, lorsque je me suis retrouvé à Blida, donc en prison, et en plus il y avait une offensive majeure dirigée centralement contre lui, contre la direction du parti, contre le parti, pour le transformer sa nature, et ce n'était pas la première fois. Si le Parti des travailleurs ne pouvait pas mobiliser, s'il n'occupait pas une place très importante, il n'aurait pas fait l'objet d'autant d'attaques, déjà par le passé, en 2015, des tentatives de putsch, des tentatives de déstabilisation par la direction, des tentatives de corruption de sa base militante, parce qu'il a maintenu le cap sur le terrain des principes, de la défense des intérêts de la nation, de l'économie nationale, contre l'oligarchie prédatrice. L'oligarchie s'était liguée avec l'ancien régime, avec les têtes de l'ancien régime contre nous en 2015. Et nous avons tenu. Nous avons tenu parce que nous avons notre base qui est militante. C'est une base militante.
C'est-à-dire, ce n'est pas un parti comme certains électoralistes. Oui, nous pouvons participer aux élections, bien sûr, comme un moyen de faire avancer nos idées, nos combats et la construction du parti. Et puis, le Parti des travailleurs, après ma sortie de prison, a commencé à reprendre son souffle. Cela étant, nous sommes rentrés dans le Covid. Tous les partis ont hiberné. Il n'y avait plus rien. Et même les institutions, il n'y avait rien qui fonctionnait pendant presque 2 ans. Donc après, il fallait encore reprendre son souffle, et dans des conditions quand même plutôt difficiles. Dans des conditions difficiles pour l'ensemble des partis politiques. Mais durant la dernière période, d'abord, nous enregistrons des adhésions de qualité, c'est-à-dire ce ne sont pas des gens qui viennent pour être candidats ou pour non, qui viennent pour militer, parce qu'ils ont évalué la politique et la place de ce parti depuis sa création en juin 1990, qu'il est resté sur la même orientation, sur le même terrain des principes. Et nous œuvrons pour devenir effectivement la première force politique parmi les travailleurs, parmi la jeunesse, parmi les larges couches. Nous avons des liens énormes, c'est-à-dire nous sommes dans la société algérienne, nous sommes complètement intégrés dans la société algérienne, parmi les petits commerçants, les petits artisans, les artistes, les intellectuels, etc. Et nous pensons que l'ouverture politique et médiatique sera l'occasion pour chaque parti de faire prévaloir donc ces idées. D'ailleurs, nous avons remarqué qu'il y a donc cette ouverture en ce moment, et grâce à cela, nous avons pu réaliser plusieurs activités, parce qu'il y avait aussi des obstacles administratifs pour pouvoir drainer. À l'époque, on ne pouvait pas sortir... par exemple, plus d'un certain nombre de citoyens, eh bien, nous pouvions quand même être interpellés. Ça, c'était donc il y a 2 ans, etc. Mais maintenant, la donne est en train de changer. Maintenant, nos militants peuvent ressortir dehors pour vendre le journal du parti, pour discuter avec les citoyens. Et ça, c'est récent, ça fait à peine 2 mois. Nous avons réalisé des activités, des conférences, et puis nous n'avons rencontré aucune difficulté. Ça veut dire qu'il n'y a pas eu d'obstacle au niveau de l'administration. Avant, pour obtenir l'autorisation, c'était la croix et la bannière, quelquefois, surtout à l'intérieur du pays. N'oubliez pas qu'en 2021, quand j'étais sorti de prison et que... donc on était en train de préparer le congrès du parti. On préparait le congrès du parti. Il y a eu encore une tentative de déstabilisation. Alors là aussi se pose la question, pourquoi on s'attaquerait à un parti s'il ne représentait pas beaucoup de choses? Et nous avons réussi, encore une fois, à désamorcer. Nous avons réussi à faire échec à cette tentative. Vous avez des individus qui n'avaient rien à voir avec nous, mais avec l'appui d'on ne sait qui ont tenté une dernière manœuvre pour nous déstabiliser. Mais le parti, il poursuit sa marche. Vous savez, nous sommes un parti qui se réclame du mouvement ouvrier. Le mouvement ouvrier, c'est-à-dire dans sa conception internationale, mais qui se réclame aussi du mouvement national algérien. Ça veut dire nous combinons les traditions du mouvement ouvrier et du mouvement national. Nous nous appuyons sur les liens avec les syndicats, avec les associations. Nous avons participé à la fondation des toutes premières associations, de la toute première association de femmes, de la toute première association de Ligue des droits de l'homme sous la clandestinité. Bon, on ne s'appelait pas Parti des travailleurs à l'époque, mais c'était déjà l'embryon qui a donné naissance par la suite au Parti des travailleurs. À notre actif, il y a un bilan plus que honorable, plus qu'honorable. Je ne crois pas qu'il existe en Algérie un parti qui compte autant de victoires, c'est-à-dire pas pour nous, de victoires. De victoire, ça veut dire nous avons contribué pleinement dans d'innombrables victoires, tant sur le plan démocratique. Nous avons contribué dans la reconnaissance de Tamazir, dans tous les acquis qui sont maintenant constitutionnalisés, y compris dans le combat pour l'égalité en droit, dans les problèmes socio-économiques, dans la défense du secteur public. Aucun autre parti n'a engrangé autant de victoires, c'est-à-dire nous sommes quand même fiers de notre bilan. Et vous savez, les Algériennes et les Algériens, ils n'ont pas la mémoire courte. Ils n'ont pas la mémoire courte. Dans la rue, ils nous le rappellent tout le temps, que le PT a été le seul parti
à s'opposer à la dénationalisation des hydrocarbures en 2005. Et que nous avons été le seul parti à mener une campagne d'enfer, rassembler 1 300 000 signatures, et un an plus tard, il y a eu la renationalisation. Bien sûr, la volonté politique en haut s'est exprimée aussi, sinon on ne pouvait pas. Vous parliez des mobilisations populaires, il faut qu'à un moment donné, qu'il y ait la jonction entre la volonté politique en haut et la mobilisation en bas. Nous avons empêché des désastres économiques, nous avons arraché le rétablissement d'un certain nombre d'entreprises publiques, donc l'introduction de normes comme la préférence nationale, comme le droit de préemption, qui ont permis de préserver un tant soit peu le patrimoine public, et nous continuons aujourd'hui. Alors, nous n'avons pas de députés à l'APN pour faire le travail qu'on faisait avant, jusqu'à 2019, lorsque nous avons démissionné de notre propre chef, parce que la population, le peuple algérien l'exigeait, mais dès que nous avons eu la possibilité, l'opportunité de nous adresser aux institutions, eh bien, tout de suite, nous avons commencé à transmettre, à aider les différentes couches sociales qui sont meurtries ou qui sont en détresse, à faire parvenir leur voix. Cela fait partie de nos combats, mais il n'y a pas que ça. Justement, comment peut-on identifier votre combat aujourd'hui, Madame Hennoun? Aujourd'hui, quelle est la nature de votre combat? Eh bien, notre combat, vous savez, nous sommes le Parti des travailleurs, donc nos militants sont dans les syndicats. Ils sont à l'intérieur des syndicats, des travailleurs, des étudiants. Nous sommes dans les universités, donc avec nos jeunes. Nous avons des liens avec toutes les organisations, par exemple les transporteurs privés, la Fédération des transporteurs privés, par exemple, des commerçants, des artisans. Ils viennent nous voir, ils nous posent leurs trucs. Et nous avons des adhérents, bien sûr, parmi les couches sociales. Nous soutenons les combats des travailleurs, de la jeunesse. Nous avons notre journal. Nous sommes le seul parti qui a un journal qui s'appelle Fraternité, dans lequel nous rendons compte, bien sûr, des positions du parti, mais aussi des luttes qui sont menées et que nous appuyons. Les travailleurs s'adressent à nous à l'échelle nationale, les travailleurs qui sont en détresse, ceux par exemple, qui n'ont pas perçu leur salaire, les travailleurs dont les entreprises sont en danger, ils s'adressent à nous parce qu'ils savent que nous allons leur apporter l'aide. Mais nous sommes un parti politique, et un parti politique, il milite pour prendre le pouvoir, c'est-à-dire pour devenir majoritaire. Et c'est ce que nous faisons. Nous aidons différentes composantes de la société algérienne à résister, à se battre, à arracher leurs droits, à préserver leurs acquis. Et dans ce mouvement, dans ce processus, bien sûr, nous gagnons des militantes et des militants parmi les couches populaires les plus larges. Très bien. Merci Madame Hennoun. On va prendre une question. Bonjour, c'est Majid Magid du journal Watan. Donc Madame Hamoun, vous avez évoqué la présidentielle, vous dites que c'est l'année de l'élection. Donc, pensez-vous qu'aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui, les conditions sont réunies pour une élection libre et transparente? Ma deuxième question concerne justement la position du PT par rapport à cette élection, justement. Bien. Je pense que nous nous sommes exprimés suffisamment clairement sur cette question-là, précisément. Oui, c'est une année charnière au regard de la situation mondiale, porteuse d'énormes dangers pour les nations, pour les peuples, pour la civilisation humaine, porteuse de dangers pour nous, parce que nous ne vivons pas en autarcie et que nous sommes la cible de plans, d'attaques, de convoitises étrangères, d'appétits voraces des multinationales qui n'hésitent devant aucun moyen pour déstabiliser les pays afin de les piller. Après, on nous présente le chaos dans les pays africains comme étant des guerres ethniques, des guerres, etc., alors qu'en réalité, ce sont des guerres qui sont fomentées par les multinationales et le capital international, et par les ingérences étrangères. Les conditions sont-elles réunies? Pas encore, mais précisément, nous disons sans arrêt qu'il faut qu'elles le soient. Il faut réunir les conditions. Cette question-là, moi, je l'ai abordée avec différents responsables, pas avec le président de la République. Nous n'avons pas abordé la question des présidentielles du tout, mais je n'ai pas cessé de revenir à chaque fois là-dessus en disant qu'il faut qu'il y ait une ouverture politique et médiatique
lever tous les obstacles devant la liberté d'expression, la liberté de presse, devant le libre exercice de la politique. Il faut des mesures de détente politique, des mesures d'apaisement, c'est-à-dire les familles qui sont en détresse parce que les leurs sont détenus doivent pouvoir enfin souffler. Et je donnais un exemple tout à l'heure sur les 22 qui viennent d'être acquittés. Pour nous, c'est important. Ça veut dire qu'il y a un processus qui s'est remis en marche. Nous, on l'avait constaté déjà en septembre 2022. Il y a eu plusieurs vagues de libération de détenus, de réduction de peine, d'acquittement. Mais nous avons vu que ce processus était régulièrement contrarié. Régulièrement contrarié, on le stoppe comme ça en pleine marche. En pleine marche, il s'arrête, après il reprend. Et il reprend, et nous l'exprimons à chaque fois en disant que ce processus doit reprendre parce que nous avons traversé des moments difficiles. Il y a des lois qu'il faut absolument revoir, des dispositions qu'il faut absolument abroger, c'est-à-dire nous devons réunir les conditions pour qu'il y ait le libre débat. Et depuis le début, j'ai insisté, je crois que notre ami Del Watan est arrivé peut-être un petit peu en retard, j'avais dit qu'il fallait que l'ouverture commence par les médias publics, que les médias publics jouent le rôle de service public, et à partir de ce moment-là, l'inhibition ou les craintes qu'il y a au niveau des médias privés se dissiperont parce qu'effectivement, il y a la crainte qu'il y ait des représailles ou qu'il y ait, et puis il y a la question de la publicité que j'ai abordée personnellement avec les responsables concernés au niveau de la présidence, et donc la nécessité d'assainir ce dossier, le dossier de la publicité, pour que plus aucun média ne pense qu'il y a une épée de Damoclès sur sa tête. Donc il faut les réunir, et nous pensons qu'il est possible, et ça a même commencé un peu avec cette ouverture. Je pense que ma présence aujourd'hui ici au Forum d'El Moudjahid est un gage pour l'avenir, d'autant plus que je ne serai pas la première et la dernière, je serai la première mais pas la dernière, il y en aura d'autres, et ça veut dire que la télévision aussi, les médias, les autres médias publics peuvent aussi s'ouvrir, et à ce moment-là, ça provoquera une dynamique que nous voulons irréversible. Alors, notre position, pour l'instant, elle s'arrête à cela, réunir les conditions pour que ces élections se déroulent dans la transparence, donc dans la sérénité, qu'elles ne soient pas contestées et qu'elles n'ouvrent pas la voie du tout aux pressions étrangères, aux ingérences étrangères, au chantage étranger. D'accord ? C'est-à-dire qu'on traverse cette année, cette échéance dans la sérénité, et que ça soit une véritable étape dans la refondation. Je dis bien la refondation politique, démocratique, institutionnelle, nationale. Parce que nous en avons besoin. Tout le monde se souvient que après 2019, lorsque la Constitution a été modifiée, il y avait le Covid, donc il n'a pas pu y avoir un vrai débat associant l'ensemble des acteurs politiques. Et au début, on nous avait dit que ça allait être reporté, différé après le Covid, mais finalement, ça a été fait en plein Covid. Donc, il n'a pas pu y avoir de débat. Et après tout, il s'agit d'une constitution et non pas d'un texte sacré, et donc qui peut être effectivement réformé, révisé, amendé, etc. Et les lois qui découlent de cette constitution, il y a un arsenal de lois qui a été élaboré, et très souvent les lois ont été adoptées dans la précipitation de l'aveu même des responsables. Donc il faut avoir l'audace, les autorités doivent avoir l'audace de corriger ces lois pour rétablir le cadre de l'exercice de la politique, et pour faire avancer, bien sûr, notre pays dans la voie du progrès et de la démocratie véritable. Merci Madame Hannoun. D'autres questions? Bien, donc si je résume, Madame Hannoun, vous percevez un espoir pour l'avenir en Algérie? Ah, toujours. Toujours. Même quand j'étais en prison, j'avais de l'espoir. Ah, je peux vous assurer, je n'avais comme grille de lecture que le NTV, d'abord l'Ardia, au début programme national, et après la A3, un peu Canal Algérie, donc je faisais des lectures à partir de là, mais j'ai toujours gardé l'espoir. Un militant, il ne perd pas espoir.
parce qu'il se bat et parce qu'il sait que par l'action collective, lorsque la volonté politique en haut et la mobilisation en bas se rejoignent, il est possible d'opérer une transformation qualitative. Et nous avons non seulement l'espoir, mais un espoir têtu que notre pays, qui a pu chasser le colonialisme, qui était la 6e force militaire à l'époque, avec le soutien de l'OTAN, qui a réussi, après tant de sacrifices, à recouvrer son indépendance, qui a fait face à une épreuve très difficile, la décennie noire ou rouge ou la tragédie nationale, mais qui s'en est quand même sorti alors que des pays ne résistent pas au bout de 2 mois de crise. Ils se disloquent. Ça veut dire que ce pays, il tire sa force de son histoire, plusieurs fois millénaire, et il tire donc cette force de sa fierté nationale, et il est capable de prendre en charge ses problèmes, il est capable de faire avancer les choses et de réaliser ses aspirations. Et nous, comme parti, nous avons confiance dans les capacités du peuple algérien, de sa jeunesse, de ses travailleurs, de ses larges couches. Nous savons que, cas de besoin, ils se dresseront, et que demain, avec l'ouverture du débat politique, le peuple algérien sera capable de hisser son pays haut et fort. Bien, merci Madame Hannoun. Je crois qu'il y a quelqu'un qui veut intervenir. Dernière intervention, oui, allez-y. Est-ce que la candidature de Madame Louisa Hannoun est étroitement liée au préalable ou bien aux conditions que vous avez évoquées? La deuxième petite question, elle a trait au fait que les conditions que vous avez avancées, est-ce que vous ne craignez pas que ce soit juste une parenthèse qui sera refermée aussitôt le présidentiel passé? J'ai déjà entendu ce type de refrain. Heureusement que ce n'est pas majoritaire. Heureusement que c'est pas majoritaire. D'abord, on allait terminer avec l'espoir. Non, mais je reviens à l'espoir. Il n'y a pas de souci. Je connais mon ami Mohamed Kemsi. Je le connais. Je connais sa démarche intellectuelle. D'abord, il n'y a pas de candidature de Madame Hannoun. Il y a un parti qui s'appelle le Parti des travailleurs, qui a des traditions, qui a des règles démocratiques. Et face à toute échéance électorale, ce sont les instances du parti qui discutent, qui se réunissent et qui discutent. Est-ce que la participation du parti va aider le pays, c'est-à-dire le peuple, le travailleur, la jeunesse, etc. Est-ce qu'elle va aider à faire avancer des idées, à faire avancer des questions non résolues? Est-ce qu'elle va aider les larges couches à se mobiliser, à se faire entendre? Parce que pour nous, ça sert à cela, les élections. Nous ne sommes pas un parti électoraliste. Ou pas. Et est-ce que la participation va aider le Parti des travailleurs à se renforcer encore plus, etc. Parce que c'est vrai, à l'approche de chaque échéance électorale, et c'est normal, il y a des citoyennes et des citoyens qui adhèrent pour participer dans la campagne, parfois pour être militant tout le temps, ou pour être sympathisant, etc. Donc ça crée une dynamique, ça permet de construire. Donc cette question, elle n'a pas été débattue dans les instances du parti à ce stade. Nous luttons, nous militons et nous nous adressons aux institutions algériennes exclusivement pour que soient réunies toutes les conditions pour que cette élection soit réellement transparente, démocratique. Maintenant, est-ce que ces conditions ne sont pas une parenthèse? J'ai déjà entendu ça, c'est pour ça que j'ai dit à ce refrain quelquefois. C'est-à-dire, moi je ne suis pas aigri. Même la prison ne m'a pas aigri. Les 3 fois que j'ai été arrêté, je suis sorti plus que jamais déterminé à poursuivre le combat, parce que je sais que c'est comme ça. Dans un pays comme le nôtre, vu la nature du régime, depuis l'indépendance, c'est un prix à payer, mais je ne baisse pas les bras. Je ne baisse pas les bras. Alors, oui, est-ce que ce n'est pas une parenthèse? Ça veut dire que les autorités vont ouvrir médiatiquement, politiquement, etc. Et qu'après les élections présidentielles, tout sera, hop, on revient à la case départ. D'abord, personne ne sait ce qui va se passer d'ici là, ni à l'échelle internationale, ni sur le plan national. On ne sait pas. Nous, ce qu'on veut d'abord et avant tout, c'est que notre pays reste intègre. C'est que notre pays reste souverain. C'est qu'il reste stable. C'est qu'on n'arrive pas à le déstabiliser par les plans sionistes ou émiratis ou autres.
Et donc, c'est la condition pour nous première. Maintenant, si nous sommes début février, un mois vient de s'écouler. Durant ce mois, nous avons constaté qu'il y a quelques avancées. La preuve, je suis là avec vous au Forum del Moudjahid. C'est vrai que sur le plan d'un certain nombre de médias, des télévisions, il y a quand même une ouverture. Il y a ceux qui ont osé. Il y a ceux qui ont osé. Il y a au moins un média, quand je suis sorti de prison, il n'a pas hésité à m'inviter. Je suis allé sur un plateau de télévision. Et il a continué. Mais d'autres lui ont emboîté le pas. Donc là, maintenant, il y a quand même une dynamique qui se crée. Nous attendons que d'autres, que le reste des médias suivent. J'ai même failli être invité pour le NTV. Je dis bien. J'ai failli parce que j'ai eu une invitation mais qui a été après reportée à plus tard. Oui, oui. Je le dis ça entre parenthèses, mais ça ne me pose aucun problème. Je peux comprendre que pour faire avancer les choses, c'est pas évident quand il y a eu tellement d'accumulation et tout ça. Donc on a des obstacles qui viennent, qui se dressent. Parfois ce sont des initiatives privées de X, Y ou Z, ou quelqu'un qui n'aime pas le Parti des travailleurs. Ça existe aussi, hein, c'est la vie politique. Donc moi j'ai aucun problème avec ça. Moi ça me fait rigoler. Mais si cette année 2024 pouvait nous permettre d'arracher le plus grand nombre d'acquis démocratiques, une vraie ouverture, et c'est la raison pour laquelle moi j'insiste et je dis et qu'elle devienne irréversible. Irréversible. Mais alors il va falloir qu'on s'y mette tous. C'est pas le Parti des travailleurs seul, c'est l'ensemble des acteurs politiques, ce sont les médias qui doivent aussi avoir l'audace d'avancer, parce que quand on discute avec les responsables chargés des médias au niveau de la présidence, ils disent on n'a jamais donné comme instruction de censurer Madame Hannoun ou X ou Y ou de ne pas, etc. Et le président lui-même a dit, en dehors de tout ce qui touche à la sécurité et la souveraineté du pays, chacun est libre d'exprimer son point de vue. Eh bien moi, c'est pas tombé dans l'oreille d'une sourde, j'en profite. Il faut en profiter pour faire avancer le débat, et j'arrête pas d'encourager et les médias et les partis à avancer. Parce que, oui, c'est vrai qu'il y a cette dynamique, mais les acquis, ils deviennent irréversibles quand on les a arrachés, quand ce sont des conquêtes ou des reconquêtes. Un acquis qui est octroyé seulement, il peut être remis en question. Donc nous faisons en sorte que ça soit des reconquêtes des espaces qu'on a arrachés en octobre 88 au prix de la vie de 500 jeunes quand même, et de milliers de jeunes qui sont restés handicapés à vie. Donc ça. Et si cette année 2024 nous permet d'améliorer le sort quotidien de la majorité du peuple algérien, ça veut dire les jeunes, les travailleurs par rapport au pouvoir d'achat, si ça nous permet d'avancer dans le règlement des problèmes, de combattre l'inflation, de sauver des entreprises, d'avancer dans les... Parce qu'il y a quand même un plan très ambitieux de construction d'infrastructures. Sur la question des mines aussi, c'est très ambitieux, c'est les chemins de fer. Ça, c'est très important. On peut pas faire comme si de rien n'était, ou nier, ou dire ça n'existe pas. Nous, c'est pas notre politique, c'est pas notre approche. Ce qui est positif, on le souligne, on l'enregistre, mais on dit qu'il faut encore plus parce qu'il manque ça, il manque ça, il manque ça. Hein? Donc, et nous disons que ça va créer de la richesse. Cette année, nous voulons, nous, la mettre justement au service de ce combat. Le combat pour rendre irréversible une ouverture démocratique comme celle d'après octobre 88, ça veut dire même les espaces qu'on a perdus après la décennie noire, qu'on se les réapproprie. Et nous avons l'espoir que nous pourrons sortir, par exemple, manifester pour la Palestine, parce que nous nous adressons aux autorités. Nous avons l'espoir que des initiatives vont pouvoir aboutir incessamment. Incessamment, l'État a une position qui est ferme, le peuple algérien aussi, mais c'est les deux qui marchent ensemble. Et puis aussi l'État, pour pouvoir résister dans cette politique en défense du peuple palestinien, il a besoin de s'appuyer sur le peuple algérien qui, lui, doit pouvoir se mobiliser librement. Donc notre conception à nous de la politique, elle est comme ça. Même si on venait à me dire « Ah oui, c'est par rapport à un deuxième mandat peut-être, c'est par rapport… » Mais ce n'est pas mon problème. Moi, mon problème, c'est que il y a des Algériennes et des Algériens qui sont en détresse. Et nous œuvrons comme parti pour qu'ils sortent de la détresse. L'État a déjà augmenté les pensions de ceux qui percevaient, les familles qui percevaient 3 000 dinars. C'est passé à 7 000 dinars.
C'est plus que le double, mais ça reste rien. 7 000 dinars pour une famille de 7 personnes, qu'est-ce que ça peut couvrir? Donc nous, on continue à militer pour davantage. Et chaque fois que les autorités, le président de la République disent « nous voulons combattre, nous voulons renforcer le pouvoir d'achat », nous nous engouffrons là-dedans avec des propositions, etc. Et nous coordonnons, bien évidemment. J'ai rencontré le secrétaire général de l'UGTA, nous avons eu un échange, nous rencontrons des partis politiques et nous pensons qu'il nous faut provoquer ensemble, nous mettre ensemble en mouvement pour rendre effectivement ce processus politique, en fait, politique, mais aussi économique, social, syndical, même notre élite, à ce moment-là, même notre élite, il y a des chances de la voir se libérer, parce que notre élite, durant les dernières années, elle a presque disparu. Nos intellectuels, nous avons besoin qu'ils reviennent à la charge, qu'ils reprennent du poil de la bête, qu'ils aident la société à réfléchir et à avancer. Et c'est la raison pour laquelle je dis c'est une année charnière. Ça veut dire soit nous arrivons à mettre à profit cette période-là précisément parce qu'elle est électorale, mais aussi parce qu'il y a des dangers énormes, la mettre à profit pour immuniser notre pays et pour le faire avancer, ou alors, bien sûr, nous ne le souhaitons pas et nous combattrons de toutes nos forces toutes les velléités ou les tentatives de nous pousser vers le chaos qui nous entoure dans toute la région. Merci Madame Hennoun, très heureuse de vous avoir reçu et j'espère qu'on vous verra un peu partout, comme vous dites, ouverture des médias. Merci à vous, consoeurs et confrères. Merci. Au prochain forum, Inch'Allah. Inch'Allah.